Bon, en attendant, je peux vous dire bonjour déjà. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je suis un petit peu nerveuse aussi parce que ça fait longtemps qu'on prépare cette journée et ça fait aussi longtemps que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc c'est un petit peu un moment émouvant d'en parler aujourd'hui devant d'autres professionnels en fait. Je voulais, vous m'entendez bien là? Donc, je voulais tout d'abord évidemment remercier Bibliomédia et en particulier Céline et Marina de m'avoir fait confiance aujourd'hui pour présenter mon travail et aussi Mylène et toute l'équipe de la bibliothèque de Vevey avec qui on est partenaires aujourd'hui. Donc je pensais me présenter mais ça a déjà été fait, donc c'est parfait, comme ça je gagne un petit peu de temps sur ma présentation. Donc ce que je voulais dire peut-être en introduction, c'est que j'ai terminé mon master en sciences de l'information en octobre 2020. Donc aujourd'hui, je vous propose de partager les réflexions que j'ai menées dans le cadre de mon travail de mémoire de fin d'études. Mais voilà, il date maintenant d'il y a 2 ans, donc il y a des petites choses, des résultats qui ont peut-être évolué depuis cette période, mais je pense quand même, et puis je pense quand même que les principaux résultats et les principaux constats sont toujours valables aujourd'hui. Et évidemment, le reste du temps, je suis bibliothécaire, donc je n'ai pas mené de nouvelles recherches pour mettre à jour forcément toutes les données qui sont dans ce travail. Donc je vais vous présenter les données de 2020. Et la seconde précision, c'est qu'il s'agit pour moi de vous proposer des réflexions en cours. Donc c'est un travail qui est quand même réalisé en peu de temps, en seulement un semestre. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'ouvrir la discussion sur cette thématique. Et c'est bien sûr des réflexions qui sont amenées à évoluer, puisque c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble. Donc aujourd'hui, je vous propose de parcourir, d'abord revenir sur la question de départ qui a motivé le choix de mon sujet. Puis je vais faire un bref détour par les apports de la littérature pour expliquer un petit peu comment j'avais structuré mon analyse dans mon travail. Et on pourra ensuite passer aux principaux résultats de cette enquête et aux recommandations que je formule dans le travail. Et pour terminer, je trouvais intéressant de vous parler aussi un petit peu de ce qu'on a mis en place à la bibliothèque Filigrane depuis fin 2020. Et on prendra un petit moment pour les questions, les commentaires. Et voilà. Donc au début du travail, j'ai formulé la question qui s'affiche ici. Comment les bibliothèques de Suisse romande favorisent-elles l'inclusion des publics LGBTIQ+. Donc peut-être une petite clarification au sujet de cet acronyme. Comme tout acronyme, il est bien sûr imparfait et incomplet. Donc je vous renverrai, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps à mon mémoire pour plus d'explications sur le choix de cet acronyme. Mais ce qui me semblait important de dire ici, c'est de rappeler qu'il s'agit d'un terme parapluie qui désigne des communautés plurielles et qui sont, comme tout groupe social, traversés par des rapports de pouvoir. Mais à mon sens, même s'il ne reflète bien sûr pas toute la réalité dans sa complexité, il permet tout de même de rassembler des personnes qui éprouvent des formes de pression communes, soit la non-conformité aux normes de genre dominantes. Et en faisant cela, il ouvre aussi la possibilité à la construction d'alliances et au partage de luttes communes. Donc, pour explorer cette question, j'ai choisi de dresser un état des lieux de la situation en Suisse romande, en examinant d'une part les bonnes pratiques mises en place par certaines bibliothèques ou bibliothécaires, et d'autre part en interrogeant directement les publics concernés pour voir si les dispositifs qui étaient mis en place dans les bibliothèques répondaient à leurs attentes, à leurs besoins, et voilà, un petit peu mieux comprendre leurs souhaits, etc. Donc pour cela, j'ai réalisé des entretiens avec le public concerné et avec les professionnels qui avaient réfléchi ou commencé à mettre en place certains dispositifs. Et j'ai complété ça avec un court sondage auprès du public concerné. Avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je voulais aussi vous dire quelques mots sur la méthode. Donc là, c'est la petite partie théorique. Donc pour mieux rendre compte en fait de l'expérience des personnes concernées, j'ai choisi de m'appuyer sur l'épistémologie féministe du point de vue. Donc je ne vais pas faire un exposé en philosophie des sciences, mais en très simplifié, cette posture explique en fait qu'il faut remettre en question le caractère neutre du savoir en disant que finalement tout savoir sert un groupe et comme le plus souvent il est produit par les groupes dominants qui posent leur regard sur d'autres groupes.
Le savoir non seulement n'est pas neutre, mais en plus il sert le plus souvent les intérêts des groupes dominants. Donc pour contrecarrer un petit peu cela, cette posture épistémique demande deux choses. D'abord de privilégier les points de vue des groupes marginalisés ou dominés pour mieux rendre compte de leur expérience. Et deuxièmement, de faire preuve de réflexivité en éclairant la position depuis laquelle on parle. Et ce faisant, cette posture remet en cause la position du ou de la chercheuse omnisciente et neutre. L'idée, c'est de produire une science qui finalement soit plus solide et plus objective. Et ce qui m'intéressait surtout avec cette méthode, en fait, c'est qu'elle remet au centre la parole des premières personnes concernées. Alors, comment j'en suis venue à m'intéresser à ce sujet ? Je voulais revenir sur trois raisons principales, il y en a d'autres, mais voilà. Donc la première raison qui m'a poussée à me pencher sur ce sujet, elle vient de mon positionnement. Et ça va sûrement vous paraître peut-être un peu auto-centré ou que c'est quelque chose de nouveau dans le monde des bibliothèques, mais je vais parler un petit peu de moi. Parce que ça joue aussi un rôle en fait dans le choix de ce sujet et ça fait aussi écho justement à la posture épistémique dans laquelle je m'inscris et qui demande à révéler un petit peu de sa personne. Donc moi je suis une femme cisgenre, donc une femme assignée femme à la naissance et qui s'identifie comme telle aujourd'hui. Je suis hétérosexuelle et j'utilise le pronom elle. Je suis bibliothécaire, en tout cas c'est mon métier. Et surtout je suis féministe depuis longtemps. Et en tant que féministe, en fait, je souhaitais être une alliée des personnes LGBTIQ+, dans tous les aspects de la vie et donc aussi dans ma pratique professionnelle. Et même si je travaillais dans une bibliothèque féministe qui est spécialisée sur les questions de genre, l'égalité, etc., je n'étais pas toujours à l'aise en toute situation. En tout cas, je n'avais pas des fois certains repères pour savoir quel positionnement adopter dans certaines situations. Et il me semblait aussi qu'à la bibliothèque Filigrane, il y a quelques années, notre positionnement et nos pratiques sur ces thématiques manquaient encore d'affirmation. Donc, en fait, ce travail, pour moi, c'était une occasion justement de clarifier ma posture et celle aussi de la bibliothèque. Et ça me permet aussi de dire que j'arrive pas ici en donneuse de leçons, c'est pas l'idée de ce travail, même si je travaille dans une bibliothèque qui est spécialisée sur ces thématiques. Je pense que nous aussi, on a notre part de travail à faire là-dessus. La deuxième raison qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet, c'est ma vision des bibliothèques. C'est un petit peu celle que Céline a dite tout à l'heure. Donc, je considère que les bibliothèques, en fait, ne sont pas des institutions isolées du reste de la société, mais qu'elles sont traversées par des rapports de pouvoir. Et partant de cette idée, on peut faire l'hypothèse que les bibliothèques sont perméables aux discriminations qui sont encore présentes en Suisse. Donc si on part de l'idée que les personnes LGBTIQ+, font encore l'objet de formes de discrimination et d'invisibilisation au sein de la société suisse, on peut faire l'hypothèse que c'est aussi le cas au sein des bibliothèques. Du coup, je voulais étudier justement comment les bibliothèques se positionnaient sur ces enjeux. Et le troisième élément qui m'a amené à me pencher sur ce sujet, c'est qu'en termes de recherche académique, puisque c'était quand même le jeu du travail de master, il existait encore peu de travaux sur ce sujet. Depuis quelques années, les professionnels de l'information font preuve de curiosité pour ces questions. À l'étranger, en tout cas, il existe pas mal de groupes d'intérêt parmi les associations professionnelles aux États-Unis, au sein de l'EID, donc l'association des bibliothécaires américains, en France avec la commission Légotech, et à l'IFLA, la Fédération internationale des associations de bibliothèques. Mais en Suisse, il n'existait pas, en tout cas quand j'ai fait mon travail, de tels groupes professionnels. Donc pour moi, c'était aussi l'idée de contribuer à cette réflexion et de l'inscrire dans un terrain plus local. Voilà, alors maintenant je voulais vous parler un petit peu des sources secondaires que j'ai utilisées pour un petit peu clarifier les enjeux liés à mon sujet. Donc au début de mon travail, des camarades de classe et des amis ont souvent remis en question la pertinence de ma problématique. C'était quand même plutôt fait avec bienveillance, c'était pour me pousser dans mes retranchements et m'amener à mieux expliciter ma démarche. Et ils étaient pas mal à me demander, mais est-ce que tu es vraiment sûr qu'il y a un problème de discrimination envers les personnes LGBTIQ+, dans les bibliothèques? Est-ce que voilà, elles sont vraiment discriminées? Donc pour y répondre et pour planter un petit peu le décor et peut-être couper court à ce type d'interrogation, je vous propose une image qui est tirée du rapport de l'ELE, qui est publié chaque année et
qui parle en fait des cas de censure ou de tentative de censure dans les bibliothèques des États-Unis. Donc en fait, dans cette image, la taille des mots correspond proportionnellement aux raisons invoquées pour contester la mise à disposition d'un document en bibliothèque. Donc ce rapport, il recense non seulement les cas de documents ayant été contestés, mais aussi les actions de valorisation et de médiation culturelle qui ont fait l'objet de polémiques. Donc en 2019, l'ELE a recensé 377 cas de censure ou de tentatives de censure qui ont visé 566 titres, tous supports confondus. Et la principale raison pour contester ces documents est le fait justement qu'ils mettent en scène des personnages LGBTIQ+, ou qu'ils abordent cette thématique d'une manière ou d'une autre. Je vous ai rajouté aussi ici l'infographie avec les chiffres de 2020 pour avoir quelque chose de plus récent, mais on voit que c'est sensiblement les mêmes résultats qu'en 2019, avec, pour notre plus grande joie, des nouveaux termes qui apparaissent, comme le terme de woke, qui cristallise pas mal de débats aux États-Unis et qui arrive tranquillement en Europe. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, mais sur les 10 livres les plus contestés, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, 8 d'entre eux l'ont été en raison d'un contenu ayant trait aux thématiques LGBTIQ+. On trouve par exemple le roman jeunesse Georges, qui parle de transidentité, ou l'album pour enfants Avec Tango, nous voilà 3, qui est régulièrement dans ce top 10. Et voilà, ce qu'on me rétorque souvent, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis, que ce n'est pas le même contexte ici. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'on ne peut pas juste transposer ces résultats sans autre dans notre contexte. Mais la raison pour laquelle j'ai pris ces chiffres, c'est que malheureusement, ni en France ni en Suisse, on ne dispose de ce type d'informations, parce qu'il n'existe tout simplement pas d'organisme qui effectue ce type de recensement de manière systématique, et du moins qu'il les diffuse largement comme le fait l'ELE aux États-Unis. Toutefois, on retrouve malheureusement des cas similaires plus proches de nous et même en Suisse. Donc il y a déjà Céline qui a parlé d'une forme de censure tout à l'heure. Mais je voulais vous parler voilà, d'un cas en France. En 2014, une bibliothécaire a été mise à pied parce qu'elle avait réagi à la demande de la municipalité de retirer le livre Tango à deux papas des têtes de gondole de la médiathèque dans laquelle elle travaillait. Donc c'est Tango à deux papas, pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un petit album pour enfants qui s'inspire de l'histoire vraie de deux manchots mâles du zoo de Central Park qui ont couvé un œuf à tour de rôle. Et voilà, ils utilisent cette histoire pour aborder la thématique de l'homoparentalité des familles arc-en-ciel. Et donc cette bibliothécaire a obtenu gain de cause après 6 ans de procédure judiciaire. Donc ça prend quand même voilà, du temps. Autre exemple, la bibliothèque de Louise Michel à Paris a fait l'objet d'attaques en masse sur son compte Twitter pour l'organisation d'une heure du conte avec des drag queens dans le cadre de la Queen Week en 2019, si bien qu'elle a dû fermer son compte Twitter. Et puis en Suisse, on a aussi des exemples. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, la médiathèque de Vevey a voulu organiser ce type de conte dans le cadre de son programme Culotté, qui était dédié aux sexualités, et en conséquence de quoi une interpellation au conseil municipal a été déposée pour questionner la légitimité de cette activité. Elles en parleront sûrement mieux que moi, mais voilà, c'était pour vous donner quelques exemples qui montrent que c'est aussi un sujet et un thème qui fait l'objet de fortes contestations en Suisse au sein des bibliothèques. Et ce qui me semblait aussi intéressant de souligner ici, c'est qu'il faut comprendre que ces attaques sont le plus souvent le fait de personnes extérieures, de groupes de pression, et en fait il s'agit rarement du public qui fréquente effectivement la bibliothèque, mais avec en fait tous ces exemples, ce qu'on voit et un petit peu le phénomène qui se produit et qui est assez pernicieux, c'est qu'on peut bien imaginer qu'une professionnelle qui avance ces difficultés va peut-être simplement renoncer à organiser un événement similaire ou même à défendre l'acquisition d'ouvrages traitant de ces thématiques. C'est des choses que j'ai pu entendre pendant les entretiens que j'ai menés durant ma recherche. Donc finalement, on assiste à des formes d'autocensure des bibliothécaires, qui sont pourtant par ailleurs pleins de bonne volonté, mais ils le font de peur de s'attirer des ennuis avec une partie du public, des collègues, de la hiérarchie. Et je saute un petit peu à la fin, mais je trouvais important de dire ici que je ne blâmais pas les bibliothécaires, mais simplement il faut leur donner des outils pour répondre à ces situations. Alors, comment développer un accueil plus inclusif dans les bibliothèques ?
Pour répondre, je vais tout d'abord rappeler quelques principes qui sont au cœur de la mission des bibliothèques et leur lien avec l'inclusion. Je vais aller rapidement parce que c'est des choses que vous connaissez bien. Donc, dans les différentes chartes ou codes d'éthique, il est précisé que les bibliothécaires ont pour mission de garantir l'accès à l'information et à leur service à toute personne, de le faire sans discrimination, et enfin de respecter un principe de neutralité qui se traduit notamment par la nécessité de proposer des collections plurielles qui représentent au mieux la diversité de la société. Cela dit, on peut se demander concrètement comment préciser les conditions qui sous-tendent un véritable accès à l'information, à ces services et aux services fournis par la bibliothèque, et finalement, qu'est-ce que ça signifie inclure véritablement des publics sans les discriminer. Ce que je trouvais intéressant dans le concept d'inclusion, c'est qu'il s'agit surtout d'une posture qui met en fait les publics au centre de l'action de la bibliothèque. Et en fait, contrairement au concept d'intégration qui demande au public de s'adapter à la société ou au fonctionnement de l'institution, ici on inverse la charge et on demande à l'institution de s'adapter à ses publics. Et par conséquent, ça nécessite aussi de partir de leur point de vue et de leur expérience. Concrètement, j'ai identifié 4 points d'attention pour développer un accueil plus inclusif. Je vous propose aussi de passer assez vite dessus parce que c'est des éléments qui vont être abordés tout au long de la journée et qu'on détaille aussi dans les fiches pratiques qui sont mises en ligne sur le site de Bibliomédia. Donc le premier axe, c'est la collection. Concernant cet axe, plusieurs pistes sont mentionnées dans la littérature pour développer des collections qui sont à moins hétéro-cis-normées. Donc on peut intervenir sur 2 niveaux. Tout d'abord la construction de la collection et en second lieu sur l'organisation et le signalement de la collection, donc en retravaillant l'indexation, en se dotant d'un espace dédié, etc. Le second axe d'analyse que j'ai identifié concerne les actions de médiation qui visent à rendre visibles ces thématiques au sein de la bibliothèque. Donc ici, on va s'intéresser à la valorisation des documents, que ce soit au sein de la bibliothèque ou de manière digitale, aux activités de médiation et à la communication autour de ces documents et des actions menées par la bibliothèque dans le but, encore une fois, d'aller vers des publics plutôt que d'attendre qu'ils viennent à nous. Le troisième axe concerne l'accueil, entendu ici au sens de l'accueil au sein de l'espace de la bibliothèque. Donc là, on va se pencher sur les dimensions suivantes. D'abord, on va regarder tout ce qui a trait aux interactions avec le personnel. Donc, proposer des formulaires administratifs neutres ou non genrés, éviter de mégenrer les personnes dans les interactions, voilà, etc. C'est des choses qu'on va avoir durant la journée. Afficher un statut d'allié par divers moyens qui sont adaptés en fonction des contextes des bibliothèques. Et à l'écran, je vous ai mis aussi des exemples de badges que j'ai trouvés pendant ma recherche, qui sont des badges pour le personnel ou pour le public, selon les cas, qui sont utilisés justement dans des bibliothèques aux États-Unis. Depuis 2022, les logos et les badges arrivent aussi chez nous. Ici, vous avez le logo Bibliothèque Alliée développé par Bibliomédia et qui a été déjà expérimenté à la bibliothèque de Vevey le 17 mai pour marquer la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Deuxièmement, toujours concernant l'accueil, on va réfléchir à l'agencement de l'espace c'est un exemple parmi d'autres, mais par exemple en ayant le souci de pouvoir des toilettes non genrées. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que l'on peut décliner cela à différents degrés pour avoir un aménagement qui correspond au contexte de la bibliothèque. Donc on peut avoir quelque chose de très rigolo et une illustration très explicite qui utilise l'humour. On peut avoir aussi des choses plus épurées comme à la bibliothèque de Vevey, et on pourrait avoir aussi juste un panneau qui dit « toilette ». Et ça marche aussi en fait. Voilà. Donc en fait on a le choix et on peut adapter ce qui nous convient mieux. Et donc, voilà. Ici je vous ai mis aussi, toujours concernant l'agencement de l'espace, l'idée c'est aussi d'essayer d'envoyer des signaux positifs via l'affichage pour permettre en fait aux personnes concernées d'identifier telle ou telle bibliothèque comme des lieux alliés. Donc ici vous avez une illustration suivante utilisée par la bibliothèque publique de New York. Et Libraries are for everyone avec le drapeau transgenre. Vous avez l'entrée de la bibliothèque filigrane, on voit un petit peu en tout petit
la fiche Asile LGBT Bienvenue qui est en plus en plusieurs langues, donc ça double l'emploi. Et j'ai aussi mis une slide avec bien sûr la magnifique entrée de Bibliomédia Lausanne. Et le dernier élément, c'est qu'on va essayer de proposer au public un espace où les personnes concernées se sentent légitimes à leur place et où peut-être il leur serait possible de baisser leur garde. Et finalement, ce dernier point, c'est quelque chose d'assez complexe qui relève de tous les autres facteurs d'inclusion. Mais l'idée est de proposer un espace voilà, où ces personnes vont se sentir bienvenues au même titre que les autres. Le dernier axe que j'ai identifié dans mon travail, le quatrième, il concerne les mesures propres à la gouvernance des bibliothèques et aussi des institutions auxquelles elles sont souvent rattachées. Donc là, on va pouvoir travailler sur les chartes pour y ancrer plus explicitement la non-discrimination des publics. On pourra sensibiliser les professionnels à ces enjeux ou encore on tentera de développer des politiques d'engagement plus inclusives. Donc voilà, très grossièrement, j'ai essayé de résumer les 4 points d'attention que j'avais identifiés dans la littérature et dans la production professionnelle. Et je vous propose maintenant de passer aux résultats. Donc on a vu en fait qu'il existait des pistes d'action concrètes, mais ensuite je suis allée voir qu'est-ce qui se faisait vraiment dans les bibliothèques de Suisse romande. Voilà. Donc, pour illustrer l'un des principaux constats que j'ai fait dans ce travail, j'ai choisi pour commencer un extrait de mon échange avec Emma, que j'ai rencontrée en juillet 2020 dans le cadre des entretiens menés avec le public. Donc, Emma est une femme cisgenre, lesbienne de 37 ans, qui fréquente plusieurs bibliothèques, aussi bien académiques que publiques en Suisse romande. Et quand je lui ai demandé quels étaient ses canaux privilégiés pour chercher des informations aussi bien factuelles que fictionnelles sur les thématiques LGBTIQ+, elle m'a répondu qu'elle s'adressait principalement à des amis, qu'elle recherchait des infos sur Internet, et elle a ajouté la phrase suivante: « Jamais il ne me serait venu à l'idée d'aller dans une bibliothèque pour rechercher des documents ou des informations sur les thématiques LGBTIQ+. » Voilà, donc Emma n'est pas la seule personne que j'ai rencontrée à avoir exprimé ce point de vue. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a beaucoup frappée et ça m'a attristée parce que on a vu que l'une des missions premières des bibliothèques, c'est de fournir un accès à tout type de connaissances et d'informations, et ça au plus grand nombre. Et donc, c'est quand même assez préoccupant de constater que les bibliothèques ne sont pas identifiées comme des lieux d'information ressources pour ces publics. Donc, si on creuse un petit peu ce triste constat, en examinant plus précisément les 4 axes d'analyse que j'ai identifiés dans mon travail, si on se penche sur les collections, on constate que les bibliothèques constituent le dernier recours des publics en matière de pratique de recherche. Elles arrivent après les amis, Internet, les librairies et les associations comme des lieux susceptibles de fournir des informations sur ces sujets. Et malgré les améliorations relevées par les bibliothécaires et le public, 87% des personnes qui se sont exprimées dans le sondage que j'avais fait trouvent que l'offre proposée par les bibliothèques est insuffisante. Concernant l'axe relatif aux actions de médiation, c'est le moment qui plombe, désolé. Si elles tendent à être de plus en plus nombreuses, il s'agit souvent d'événements très ponctuels, peu intégrés au programme de médiation des bibliothèques, et surtout, les actions mises en place manquent souvent leur cible parce que la communication est trop mal maîtrisée par les bibliothèques. Donc ça, c'est aussi à cause d'autres questions en bibliothèque. Mais le fait est que les personnes qui s'identifient comme LGBTIQ+, ne pensent même pas que des activités qui pourraient les intéresser ont lieu dans les bibliothèques quand elles n'y voient pas une forme d'instrumentalisation. Et quant à l'accueil, il est encore discriminant, puisqu'il ne permet pas aux personnes concernées de vivre sereinement leur visite en bibliothèque. Ce qui m'a particulièrement frappée dans les témoignages recueillis, c'est justement que les personnes concernées ne se sentent souvent pas à leur place et adoptent une attitude de vigilance constante, comme finalement dans les autres environnements de la vie, et ce, même lorsqu'elles revendiquent ouvertement leur identité ou leur orientation affective. Donc, même si ce sentiment s'exprime à différents degrés, les personnes concernées ne se sentent pas plus en sécurité ni bienvenues dans une bibliothèque qu'ailleurs. Et le dernier point, c'est le manque de positionnement clairement assumé et porté
publiquement par les bibliothèques qui ne permet pas au public en fait, de considérer ces institutions comme des lieux alliés. Donc, les bibliothèques, pour terminer, ne font pas partie en fait, de l'imaginaire des publics LGBTIQ+, lorsque ces personnes sont à la recherche d'une information relative à leurs conditions d'existence ou d'une histoire qui parle de leur expérience et de leur vécu. Donc j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça se faisait qu'on arrivait à un résultat aussi préoccupant. Donc si on se penche sur les dispositifs d'inclusion qui ont été mis en place dans les bibliothèques de Suisse romande, on constate que les bibliothèques peinent encore à proposer des mesures qui soient véritablement inclusives pour ces publics. Donc ici, vous avez un panorama que vous ne voyez pas très bien, mais je pourrais laisser après mon mémoire pour que vous puissiez consulter le tableau. Donc avec ce panorama, en fait, j'ai essayé de proposer une visualisation des bonnes pratiques en matière d'inclusion qui existent en Suisse romande en 2020. Donc le cercle est divisé en 4 parties qui correspondent chacune à un axe que j'ai présenté tout à l'heure. Et on retrouve les dimensions sur lesquelles donc les dimensions de la collection, de la médiation, de l'accueil et de la gouvernance. Donc ce qu'on constate en fait, c'est que les 2 premiers axes, donc la collection et la médiation, sont ceux qui font l'objet de plus de développement en Suisse romande. Les dispositifs qui ont trait vraiment à l'accueil sur place, donc l'axe 3 en vert sur le panorama, sont présents dans les réflexions des professionnels, mais sont encore marginalement mis en pratique. Et enfin, la gouvernance est l'axe le moins développé, avec une absence complète de certaines mesures. C'est pour ça qu'il y a des zones vides, un peu des ronds barrés dans la zone rose. L'idée avec ce panorama, c'était de donner une image synthétique des pratiques à l'œuvre en Suisse romande, mais c'est bien sûr avec des entretiens que j'ai pu mieux comprendre ces résultats. Et comme les discussions étaient très riches, je voudrais vous faire part de trois observations principales qui me semblent importantes d'être soulignées aujourd'hui. Donc tout d'abord, les quelques dispositifs mis en place, qui se résument pour l'instant surtout aux 2 premiers points d'attention, sont encore l'œuvre de rares bibliothèques, qui font figure d'exception ou d'institutions pionnières. Et il s'agit souvent encore de pratiques émergentes. Deuxièmement, il s'agit souvent de mesures qui sont encore peu institutionnalisées, davantage portées par des individus, qui émanent de la direction des institutions dans lesquelles s'inscrivent les bibliothèques. Et puis, et c'est un élément tout à fait capital, les professionnels qui ont répondu à mes appels se sont révélés être pour la plupart des personnes qui s'identifient comme LGBTIQ+, d'où leur intérêt évident pour cette thématique. Il y a peu d'autres professionnels qui m'ont répondu. Donc, ce que je voulais montrer avec ces différents éléments, c'est que malgré la bonne volonté des professionnels rencontrés et les efforts déployés par quelques bibliothèques, celles-ci ne sont pas encore suffisamment inclusives des personnes LGBTIQ+. Et on comprend aussi pourquoi elles ne sont pas identifiées comme des lieux ressources pour ces publics. Si on devait dresser le même panorama aujourd'hui, il serait sans doute légèrement différent parce qu'on a vu dans certaines slides précédentes que des bibliothèques ont mis des dispositifs en place depuis que j'ai effectué cette recherche. Mais ce que je voulais quand même montrer, c'est que ces résultats étaient révélateurs d'un véritable angle mort dans les missions des bibliothèques, tant du point de vue de l'accueil que de l'organisation structurelle du travail ou de l'espace. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de remédier à cela ? Dans mon travail, j'ai formulé 3 recommandations qui touchent de manière transversale aux 4 points d'attention identifiés. Il s'agit au niveau structurel d'agir sur le positionnement des bibliothèques, au niveau organisationnel d'agir en tant que porte-parole au sein de la profession, et au niveau plus individuel de favoriser un accueil plus inclusif directement sur son lieu de travail. Ici, je ne vais pas rentrer plus en détail dans ces recommandations parce qu'il me semble que dans l'état actuel des choses, il s'agit déjà, dans un premier temps, juste de développer les quelques bonnes pratiques qui existent déjà, de les généraliser et de poursuivre ces efforts en implémentant progressivement les dispositifs qui sont encore inexistants en Suisse. Voilà. Pour terminer, je vous laisse, si j'ai encore le temps,
Oui, j'ai encore le temps. J'ai plein de temps. C'est incroyable. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous raconter un petit peu ce qu'on avait mis en place à Filigrane depuis que j'ai effectué cette recherche. Donc, vu que l'idée de ce travail, c'était aussi de faire évoluer les pratiques à notre échelle au sein de nos structures. Et puis, pour moi, parler de ça aujourd'hui, c'est aussi faire preuve de transparence en montrant ce qui a pu être réalisé avec toutes les contraintes du terrain, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours une petite marge d'erreur. Donc pour rappel, Bibliothèque Filigrane est une bibliothèque associative rattachée à l'association F Information. Donc F Information, c'est une association qui accueille les femmes, qui fait différents types de consultations pour les femmes, des consultations psychosociales, juridiques et professionnelles, et qui propose aussi des activités collectives. Mais la bibliothèque n'a pas de forme juridique propre, elle est vraiment rattachée à l'association, donc les choses se discutent aussi en lien étroit avec le reste de l'association. Donc au niveau de la gouvernance, tout d'abord, fin 2020, début 2021, on a une discussion en équipe, donc pas seulement l'équipe de la bibliothèque, mais toute l'équipe de l'association, sur le positionnement de l'association et de la bibliothèque et sur l'opportunité de faire évoluer ce positionnement pour une association féministe. Donc la première étape, c'était de faire valider avec l'équipe et le comité le simple fait de se saisir de ces enjeux et de se former à ces thématiques pour être mieux outillés, pour faire évoluer notre positionnement et nos pratiques. Et c'était déjà une première étape qui n'était pas toute simple. Et une fois que ça a été acté, et qui prend du temps, qui prend des discussions, etc. Une fois que ça a été acté, on a décidé de mettre tout le monde à un même niveau d'information. Et le comité et l'équipe ont suivi une formation donnée par la Fédération genevoise des associations LGBT sur les publics LGBTIQ+, les discriminations qu'ils, elles et ils subissent. Et c'était intéressant à mon sens parce qu'il y a eu différentes intervenants de plusieurs associations différentes. La formation était adaptée à notre contexte, il y avait des mises en situation et il me semble qu'il y a une vraie prise de conscience au sein de l'équipe de certains privilèges et de pratiques parfois discriminantes ou d'un accueil pas toujours très inclusif de notre part. Voilà. Après, ensuite, au niveau de la gouvernance, il y a encore du travail à faire. Il y a la révision de la charte de l'association qui est en cours. Il y a l'adoption de lignes directrices pour l'écriture inclusive qui sont encore en cours pour essayer d'homogénéiser très dur ce mot, l'écriture inclusive au sein de la bibliothèque. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. Au niveau de la collection, on a affiné nos pratiques de veille et avec l'aide d'une super stagiaire en prérequis au master en sciences de l'information qui était très au fait aussi de ces thématiques, on a retravaillé notre classification. Au début, il y avait seulement nous on utilise la CDU, donc il y avait quelques indices CDU sur ces thématiques, homosexualité, identité de genre et des choses voilà, dont les BVD, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, vu qu'il y avait plus aussi de production éditoriale sur ces thématiques, ça a commencé à être à des rayons et des classifications un petit peu fourre-tout. Et ça venait aussi d'un héritage du passé, puisqu'historiquement, Filigrane était vraiment axé sur les conditions de vie des femmes et intégrait quand même des documents, notamment sur la vie des lesbiennes, les écritures lesbiennes, mais c'était pas forcément très mis en avant. Et puis voilà, ça reflète aussi une réalité du terrain où on manque de temps pour des fois revoir la manière dont on organise nos collections. Donc cette stagiaire a fait vraiment un super travail pour imaginer de nouvelles classifications à partir de la collection qu'on avait. On a pu clarifier les distinctions, trier, désherber des documents qui n'allaient pas du tout, recataloguer. Et voilà, vous aurez sûrement le flyer en ligne, la présentation en ligne pour avoir un peu plus le détail. On va aussi poursuivre un petit peu des actions sur la collection en visibilisant les romans qui traitent de ces thématiques. Enfin voilà, il y a encore du chantier, des choses à faire au niveau de la collection. Sur les actions de médiation, on avait déjà organisé plusieurs actions sur ces thématiques, mais on a un petit peu peut-être augmenté la visibilité qu'on donnait à ces thématiques. Via des sélections, valorisation de documents lors d'événements clés. On a tenu un stand lors de la Pride 2021 qui était à Genève.
On a accueilli aussi Paulette, éditrice, qui parlera tout à l'heure pour le vernissage de leur premier ouvrage de la collection Gratacu. Et on fait aussi régulièrement des vitrines thématiques. On a en fait la chance d'avoir une belle vitrine qui donne sur la rue, et ça nous a permis de montrer par exemple notre soutien lors de la votation sur le mariage pour toutes et tous en septembre dernier. Sur l'axe de l'accueil, si on parle par exemple de l'aménagement de l'espace et des toilettes, nous on est une petite bibliothèque, on avait juste une toilette, mais on a signifié plus clairement qu'elles étaient pour tout le monde, ou en tout cas que, disons, les personnes concernées aient un signe reconnaissable. Et je pense que c'est encore l'axe sur lequel on a peut-être le plus de travail à faire, avec l'institutionnalisation et la systématisation de bonnes pratiques qui soient plus établies et plus fluides aussi au sein de l'équipe. Voilà, pour terminer sur Filigrane, je voulais aussi souligner que c'était un processus en cours et qu'il n'avait pas été non plus tout simple, ni exempt de moments de tension. Il reste encore beaucoup de questions ouvertes au sein de l'association, comme par exemple le recrutement de personnes transgenres ou non-binaires au sein du personnel. Mais malgré ces écueils, il me semble que ça valait la peine d'entamer ce processus parce que les avantages dépassent largement les écueils, puisqu'aujourd'hui la bibliothèque est de mieux identifiée par les publics concernés comme un lieu ressource. Le regard et les pratiques de l'équipe évoluent et notre rôle de plaidoyer au sein de la profession est plus assumé et reconnu aussi par le reste de l'association. Preuve en est aussi notre présence aujourd'hui et tout le partenariat qu'on a développé cette année avec Bibliomédia et la bibliothèque de Vevey. Et comme après je m'arrête, mais pour conclure, je voulais juste revenir aussi sur le positionnement des bibliothèques, parce qu'il me semble qu'en définitive, c'est à ça qu'on touche ici. Il est vrai que dans ce travail, je me suis attachée à observer les publics LGBTIQ+, mais ce résultat fait écho à un thème majeur qui interpelle notre profession aujourd'hui, à savoir comment repenser le positionnement des bibliothèques dans la société et comment montrer leurs valeurs et leur intérêt pour la société. On répète en effet souvent que les bibliothèques sont en crise, qu'elles ne servent plus à rien parce qu'on trouve toutes les informations à portée de main sur nos téléphones. Alors comment leur redonner une place aux yeux des publics et montrer leurs valeurs auprès des autorités de tutelle avec qui on doit collaborer. Donc si on en revient en fait au public LGBTIQ+, puisqu'il s'agit des publics que j'ai plus spécifiquement étudiés, ça revient à se demander comment positionner les bibliothèques comme des lieux ressources alliés. Et si on en revient à la notion d'inclusion, l'une des perspectives ouvertes par ce travail, c'est de travailler avec les publics et pas à leur place. Et pour les professionnels, ça signifie aussi changer de posture et s'adapter au public plutôt que leur demander de s'adapter à nos pratiques. Donc prendre la mesure de ce basculement théorique, il signifie aussi pour moi prendre au sérieux le rôle social et politique des bibliothèques. Donc on a vu qu'elles étaient manifestement traversées par des rapports de pouvoir. Donc plutôt que d'esquiver les implications de ce constat, je pense pour ma part qu'il faut sérieusement en tenir compte et se donner les moyens de réagir pour éviter que les bibliothèques ne participent à réifier les discriminations qui sont présentes dans la société. Donc ça passe par la nécessité de rompre avec le mythe de la neutralité qui, selon moi, s'érose l'action des bibliothécaires. Et ça demande aussi aux bibliothèques d'afficher plus ouvertement leur positionnement et leur statut d'allié. Et si on veut être honnête, tout ça demande un peu de courage. Ça demande déjà de se remettre en question, de remettre en question nos pratiques. Et ça implique aussi une prise de risque, mais c'est ça qui est passionnant à mon sens. Voilà. Merci de votre attention. On a quelques minutes pour les questions. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que les interventions de la matinée sont filmées et seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Merci d'aller vous abonner. On a bientôt 140 abonnés, ça fait. Je suis super excitée. Donc, du coup, je vais venir avec le micro. Francisco, ça va faire des larcènes si je bouge. On va. Si vous avez des questions, je vous passe le micro, très volontiers. Ou des remarques. Gentilles remarques.
Ou je vous ai assommé avec... Tout était très clair. Ah oui, c'est ça. J'ai pas gardé de choses à... Alors je me déplace. Attention, bouchez-vous les oreilles si jamais. Est-ce que toi, à ton regard, tu as eu des retours négatifs ou des réactions compliquées par rapport aux actions que tu as mises en place de la part du public ou de l'équipe? De l'équipe, j'espère pas. Non, de l'équipe, non. Des fois, il y a des questionnements plus au niveau de l'équipe, et je dirais plus au niveau de l'équipe de l'association que de l'équipe de la bibliothèque. Mais peut-être aussi plus sur des mesures à mener au sein de l'association, parce que c'est une association qui accueille les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire s'ouvrir à du public? Comment est-ce qu'on mène ça de manière intelligente et cohérente? Donc ça, c'est encore des réflexions en cours. Et puis moi aussi, ce que je disais souvent, c'était... il faut faire quelque chose de cohérent. Ça sert à rien, par exemple, d'afficher notre inclusion, d'utiliser l'écriture inclusive, de mettre des super arc-en-ciel partout, puis après, quand les gens arrivent, effectivement, en fait, les professionnels, ils sont pas formés, du coup, ils parlent n'importe comment, juste ils sont pas formés. Donc, en fait, il y a plein de termes inadéquats, peut-être qui vont être utilisés ou quoi. Donc voilà, du coup, c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas encore terminé au sein de l'association, je dirais. Mais il y a mes collègues qui sont là aussi si elles ont envie d'ajouter des choses un peu. Et puis après, au niveau du public, on n'a pas eu, à ma connaissance, de réaction négative. Et même hier, j'ai pas pris de photos parce que c'était hier, mais on va aller faire une vitrine sur la grève féministe et la Pride. Donc on va la faire ce week-end, donc j'avais pas encore de photos. Et on a mis par contre en grand le logo Bibliothèque Alliée sur la porte. Et directement en fin de journée, donc le jour même, il y a une femme qui est rentrée avec un enfant, et après il y a sa compagne qui l'a rejoint, et en fait elle m'a tout de suite demandé: ah, mais ça veut dire quoi ce logo, qu'est-ce que ça veut dire en fait Bibliothèque Alliée? Et plus elle était un peu sur la défensive, mais après quand je lui ai expliqué la démarche, elle a trouvé ça génial, et elle a dit que oui, ça changeait tout en fait de voir ça, et qu'elle elle serait pas forcément rentrée là avant. Alors en l'occurrence, sa compagne était déjà une lectrice qui venait souvent à la bibliothèque, et qui lui disait: mais bien sûr, il y a plein de trucs sur ces thématiques. Mais elle, ça a changé quelque chose vraiment. Voilà. Alors, une deuxième question. Oui, j'aurais voulu vous avez évoqué que vous aviez repéré des bonnes pratiques et puis que c'était important aussi de s'appuyer sur ces bonnes pratiques. Je partage voir, vous disiez des choses qui plombent, mais c'est vrai qu'il faut toujours aussi pouvoir se motiver sur les ressources. Quand vous avez fait votre recherche, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de bonnes pratiques qui vous ont plu ou enthousiasmé? Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est au niveau des collections. Comment dire, l'organisation, parce qu'effectivement on est toujours pris dans le choix entre regrouper et visibiliser dans un endroit donné physique de la bibliothèque les ouvrages qui traitent de cette thématique, ou de les disperser pour qu'ils soient partout, mais de les indiquer pour que quand on cherche quelque chose de spécifique on le trouve, mais qu'on puisse aussi tomber dessus par hasard. Comment vous avez abordé ça dans votre travail? Alors dans mon travail, je prends la deuxième question en premier. Je me suis pas mal pris la tête sur cette question parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite dans la littérature et dans ce que j'ai pu trouver. Du coup, c'est une question que j'ai choisi justement de reprendre après pour discuter ça en entretien avec les bibliothécaires que je rencontrais, avec le public, pour voir comment eux, ils interprétaient, comment ils recevaient en fait ça. Et c'était quelque chose de mitigé, donc j'ai pas de réponse franche à donner. Il faut faire une étagère séparée, il faut disperser ces thématiques, ces documents partout dans la collection. Je pense que ça dépend du contexte de la bibliothèque, de ce qu'elle a envie de faire. Mais après, moi, je penche quand même... il me semble que ça, c'est un débat un tout petit peu aussi, des fois théorique. Et plus j'en parle avec le public concerné, plus ils me répondent: non, mais en fait, c'est quand même, ça fait toute la différence d'avoir des rayons, mais du coup des rayons, peut-être pas seulement un seul rayon LGBT, mais plusieurs rayons avec des nuances,
qui sont identifiés et qui sont visibilisés dans la bibliothèque. Et par exemple, peut-être dans les romans, ça peut être... Enfin voilà, je sais pas, il faut adapter ça à chaque contexte. Mais il me semble que c'est quand même... En fait, c'est quand même un public qui est invisibilisé et que ça aide, ça les aide à poser des questions et à s'en sentir bienvenus dans la bibliothèque. S'il y a plein d'endroits, ils vont voir ces thématiques ressortir dans la collection, et aussi si c'est accompagné des autres mesures, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est quelque chose qui pourra sûrement être un petit peu affiné dans la journée aussi. Et sur les bonnes pratiques, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit dans le travail. Du coup, je ne sais pas si là, je pense à d'autres choses. En plus, ça remonte à 2 ans maintenant. Mais ce que j'avais trouvé super intéressant, c'était une bibliothèque publique et scolaire, donc qui mélangeait les 2 types de missions, qui avait en fait au sein de l'école, il y avait eu des personnes référentes qui avaient été formées sur ces thématiques, donc parmi les professeurs et le personnel socio-éducatif, les infirmières, etc. Donc ils avaient reçu une formation et après ils allaient se présenter dans les différentes classes pour dire que c'était des références sur ces questions et que si voilà, les élèves avaient besoin de parler de ces sujets, ils étaient là pour eux. Et la bibliothèque en question se posait la question que l'équipe des bibliothécaires fasse aussi la formation pour qu'il y ait aussi des référents et des référentes au sein de la bibliothèque. Ça, j'avais trouvé intéressant par exemple. Sinon, il y a plein d'autres choses, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Voilà. Moi aussi, je fatigue. On va faire une petite pause jusqu'à 10h45. On se retrouve à 10h45 et on a plein de temps pendant la journée si vous avez d'autres questions. Je suis sûre que ce sera très contente de répondre. Merci beaucoup.